Bien, bonjour, je vous propose de commencer. Décidément, ce masque, c'est toujours compliqué quand tout le monde, vous regardez que des gens avec des masques. L'idée de retirer son masque, ce n'est pas si évident. Ok, bonjour. J'ai l'impression que parfois l'arbre cache la forêt et quand on rentre dans les détails de théorie, on oublie la big picture. Donc, permettez-moi de remettre les choses en perspective à ce stade-ci. Donc, je vous ai expliqué pendant tout le mois de janvier qu'il fallait une valeur pour le carbone. Il fallait, même si on est contre la taxe carbone, même si on est contre les marchés de permis, il faut quand même, quand on veut déterminer quelles actions entreprendre pour réduire nos émissions de CO2, il faut mettre face aux coûts auxquels nous allons être confrontés pour réduire ces émissions dans la transition énergétique, il faut mettre un bénéfice, et ce bénéfice, c'est cette valeur carbone. D'accord ? Donc si on ne met pas de valeur sur un carbone, on n'a pas de vigie, on n'a pas de mécanisme, on n'a pas de méthode pour déterminer d'actions qui sont socialement désirables et celles qui ne le sont pas. Je vous ai présenté une approche complète, et puis j'ai commencé à vous présenter une autre méthode. Première approche consistant, pour déterminer la valeur carbone, consiste à reconnaître que les politiques ont fixé un objectif, un cap, c'est le 2 degrés Celsius, et à ce 2 degrés Celsius, il s'agit dans les 30 prochaines années en France et dans le monde de réduire les émissions de CO2 de manière à ne pas dépasser ces 2 degrés Celsius. D'accord ? Et donc ça nous donne un budget carbone intertemporel qu'il ne faut pas dépasser. Et donc, il y a associé à cette contrainte de budget carbone une variable duale qui s'appelle la valeur carbone qui doit croître. Je vous ai expliqué cela il y a 15 jours, qui doit croître à un taux autour de 3,5-4% par an et qui doit démarrer probablement aujourd'hui autour de 160 € la tonne de CO2 pour monter donc autour de 500 € la tonne de CO2 d'ici 2050. Ça, c'est si vous imposez à l'économie mondiale un objectif de 2 degrés Celsius. Vous voyez que ça vous donne des prix du carbone, des valeurs carbone qui sont importantes, élevées. Aujourd'hui, 160 €, c'est quand même 4 fois supérieur à la taxe carbone qui est effectivement actuellement payée par les consommateurs d'essence à la pompe ou de fioul domestique pour se chauffer. Il y a l'approche qui est... Cette approche n'est pas l'approche usuellement utilisée par les économistes. Les économistes, depuis 30 ans, ont une approche moins déterminée par les 2 degrés Celsius. Il se pose une question plus générale de déterminer, au fond, par rapport aux coûts auxquels nous sommes confrontés pour réduire nos émissions de CO2, quels sont les bénéfices de cette réduction d'émissions de CO2. Les bénéfices de ces réductions d'émissions de CO2, c'est tous les dommages climatiques qui ne seront pas engendrés par le fait qu'on n'émettra pas ce CO2. Et donc, évidemment, dans un proche de l'intérêt général, du bien commun, il faut réaliser toutes les actions dont le coût par tonne de CO2 évité est inférieur au dommage qui ne sera pas engendré grâce au fait qu'on mettra en œuvre cette action. Et donc, aujourd'hui, cette valeur carbone que j'ai commencé à étudier avec vous la semaine dernière et que je vais continuer à explorer aujourd'hui et mercredi prochain, cette valeur carbone doit être égale à la valeur actualisée du flux de dommages qui ne sont pas engendrés par le fait que nous acceptions de faire ce sacrifice de réduction d'émissions de CO2. Et donc, il s'agit de déterminer aujourd'hui quelle est la valeur présente d'un flux de bénéfices qui, vous l'avez compris, ce flux va être étalé sur une longue période. Quand vous regardez les modèles climatiques, une tonne de CO2 émise aujourd'hui va rester dans l'atmosphère pendant de longues décennies, voire plusieurs siècles. Donc, le cycle du carbone est un cycle relativement long qui implique les océans, la photosynthèse, etc. Et donc, quand vous n'émettez pas cette tonne de CO2 aujourd'hui, vous allez engendrer des bénéfices qui sont étalés sur des siècles. Donc se pose la question de savoir, est assez fondamentale, de qu'est-ce qu'on est prêt à payer aujourd'hui pour donner des bénéfices dont bénéficieront des gens qui seront sur cette terre dans un siècle, dans 2 siècles. Et ça, c'est une question financière, une question de valeur qui se concentre dans la problématique du choix du taux d'actualisation. À quel taux nous allons pénaliser un bénéfice parce que ce bénéfice est éloigné dans le temps. D'accord ? En finance,
on ne compare pas un euro dans 10 ans n'est pas la même valeur qu'un euro aujourd'hui. Et d'ailleurs, on le fait quand vous déterminez votre emprunt prêt hypothécaire pour acheter votre maison. Eh bien, vous voyez bien que ce que vous pouvez emprunter aujourd'hui est inférieur à la somme de ce que vous devrez rembourser, parce que les remboursements sont étalés sur une durée plus ou moins longue, et la banque va vous imputer un taux d'intérêt sur le fait que vous rembourserez dans un temps long. C'est la même chose de façon générale. De façon générale, en finance, dans l'économie, l'ensemble des acteurs financiers, l'ensemble des acteurs économiques, les consommateurs, les producteurs, ils tiennent compte du fait que quand vous investissez, quand vous empruntez, quand vous investissez, vous devez comparer un coût immédiat avec des bénéfices qui sont étalés dans le temps dans cet investissement, et vous allez actualiser ces bénéfices et comparer la valeur présente de ces flux de bénéfices avec le coût présent et faire cet investissement si et seulement si la valeur actualisée du bénéfice, de ce flux de bénéfices est supérieure au coût initial. Donc ce taux d'actualisation qui détermine la façon dont vous pénalisez l'avenir, vous pouvez l'observer sur les marchés, ce sont les taux d'intérêt, s'il s'agit d'actualiser des projets, des bénéfices sans risque, ou de façon plus générale, des taux d'actualisation ou des taux de rendement espérés pour des actifs risqués qui vous donnent aussi une information sur la façon dont les gens valorisent aujourd'hui des bénéfices futurs qui sont incertains. Et le caractère incertain des bénéfices futurs, évidemment, va jouer un rôle crucial dans mon analyse, en particulier compte tenu du fait que la plupart des actions que nous menons aujourd'hui, qu'elles soient dans le cadre de la réduction d'émissions de CO2, que ce soit plus généralement dans l'investissement dans les infrastructures, dans une myriade de choses que nous pouvons faire pour améliorer le futur lointain. Ce futur lointain, évidemment, est très incertain. Les actions que nous pouvons mener pour ce futur lointain auront aussi des impacts très incertains. Il faudrait une théorie, c'est celle que je vais analyser avec vous, une théorie qui valorise des bénéfices futurs éloignés, donc dimension temporelle, incertain, dimension d'incertitude. Il faut concentrer les deux phénomènes, les deux dimensions, quand on réfléchit à la façon dont nous devons donner une valeur sociétale à une action dont les bénéfices sont éloignés dans le temps. Donc du coup, comme vous allez le voir, je vais beaucoup me concentrer dans ce, comme je l'ai fait d'ailleurs, comme j'ai débuté la semaine dernière, je vais poursuivre l'analyse du choix du taux d'actualisation. Et je vous ai donné maintenant, il y a un certain temps déjà, la raison fondamentale pourquoi on pénalise le futur dans les évaluations des politiques publiques ou des investissements privés. On pénalise le futur parce qu'on pense qu'à l'avenir, nous serons plus riches, nous serons plus prospères. Et donc, sacrifier de la consommation présente pour engendrer des bénéfices futurs, c'est augmenter des inégalités intertemporelles. Si on a l'aversion pour les inégalités, on n'aime pas trop ça. Et donc, il faut, pour que le projet d'investissement ou d'action sacrificielle que vous faites aujourd'hui soit considéré comme socialement désirable, il faut que le rendement sociétal de votre action soit suffisamment élevé pour compenser le fait que cette action accroisse les inégalités intergénérationnelles. D'accord ? Et ça, c'est le taux d'actualisation. Il faut pénaliser le futur parce que ce futur étant plus prospère, 1 euro dans un siècle n'a pas les mêmes valeurs qu'1 euro aujourd'hui pour les générations présentes qui sont relativement moins prospères que les générations futures. Donc je suis en train de vous rappeler l'élément fondamental normatif de pourquoi on actualise. On actualise pour cette raison d'aversion aux inégalités et d'anticipation d'une croissance économique qui se poursuivra ou qui se poursuivrait. L'autre raison pour laquelle on actualise, c'est évidemment parce que, et j'ai aussi développé ça dans les séances précédentes, parce que vous avez 36 façons d'améliorer le futur. Une façon d'améliorer le futur, c'est d'investir dans la transition énergétique. Une autre, c'est par exemple de désendetter la France
pour permettre aux générations futures de devoir moins consacrer une part plus faible de leurs revenus pour rembourser les dettes que nous leur avons transmises. Donc, devez-vous réduire les émissions de CO2 ou devez-vous réduire la dette publique? La comparaison de ces deux actions favorables au futur, eh bien, il faut évidemment faire l'action qui a la rentabilité sociale la plus forte. La rentabilité sociale pour les générations futures de réduire la dette publique, c'est le taux de rendement des obligations d'État français. Eh bien, il faut évidemment que le taux de rendement de l'action de la transition énergétique soit au moins égal à ce taux d'intérêt sur la dette publique. Et donc, il faut utiliser un taux d'actualisation qui est égal au taux d'intérêt que nous payons sur notre dette souveraine. Ça, c'est un raisonnement d'arbitrage qui n'est bon que, et j'ai aussi développé ces arguments il y a 15 jours, si je me souviens bien, ce n'est vrai que cet argument d'arbitrage n'est bon que si vous pensez que les bénéfices de la transition énergétique rapide sont aussi peu incertains que ceux du taux d'intérêt que nous devrons payer sur la dette publique. Effectivement, il y a une quasi-certitude, sauf si vous anticipez la probabilité que la France fasse défaut sur sa dette. Chut, on ne va pas parler de ça. Et effectivement, c'est peu probable historiquement, enfin, j'espère, on va toucher du bois. Et donc, évidemment, le problème, c'est que la transition énergétique, elle a un coût certain aujourd'hui, mais des bénéfices incertains à l'avenir, parce que vous ne savez pas quel sera le coût de la transition des derniers gigatonnes de CO2 que vous devrez aller éliminer dans 20 ou 30 ans, et donc ces bénéfices sont assez incertains. Il faut bien sûr en tenir compte, et je vous ai aussi parlé de ça. Mais donc aujourd'hui, je vais, comme la semaine dernière, me concentrer sur l'approche des économistes et dire, au fond, la valeur carbone, c'est pas... Je fais abstraction des 2 degrés Celsius. Je me pose une question plus générale. Quel devrait être le niveau d'ambition climatique de la génération présente? Peut-être pas 2 degrés, c'est peut-être 3 degrés, c'est peut-être 1,5 degré. Et la réponse à cette question, c'est de savoir comment vous pénalisez le futur, comment vous comparez des coûts immédiats de transition énergétique avec des bénéfices qui sont ceux du fait de ne pas imposer aux générations futures des impacts climatiques grâce à vos efforts, à vos sacrifices présents. D'accord ? Donc, j'ai écrit 2 livres dans la décennie écoulée qui rentrent très dans le détail sur ces sujets-là. Un livre assez technique que j'ai publié chez Princeton University Press en 2013, puis un livre plus littéraire que j'ai publié chez Columbia University Press et qui a d'ailleurs été traduit l'année dernière par les presses universitaires de France. Le choix du taux d'actualisation est tout à fait crucial. Ici, je vous ai présenté un tableau assez simplifié qui est basé sur une hypothèse qui sont celles que l'on peut retrouver dans les rapports américains publiés avant l'arrivée de Trump à la Maison-Blanche. Donc, un comité interagence du gouvernement américain qui, autour de 2015-2016, a déterminé la valeur carbone, le prix du carbone, comme valeur présente du flux de bénéfices engendrés par le fait de ne pas émettre une tonne de CO2 en 2015, eh bien, selon le taux d'actualisation que vous utilisez, cette valeur présente est évidemment très différente. Et vous utilisez un taux d'actualisation très élevé, 7%. 7%, je n'ai pas... Ce n'est pas pris au hasard, 7%, c'est le taux d'actualisation utilisé aux États-Unis officiellement. Si vous utilisez un taux élevé, 7%, pour actualiser le flux de bénéfices liés au fait de ne pas émettre une tonne de CO2 aujourd'hui, ça ne vaudra que 4,46 € la tonne de CO2 évitée. D'accord ? Par contre, si vous utilisez un taux d'actualisation de 1%, cette valeur actualisée, évidemment, avec un taux plus faible, vous pénalisez moins le futur, et donc la valeur présente de ce flux d'impact climatique évité est beaucoup plus important. Vous avez 451 €. Donc vous voyez que selon que vous utilisez un taux d'actualisation de 1%, vous avez une valeur carbone très élevée.
ou de 7%, vous avez une valeur carbone très, très faible. Et vous voyez l'intensité du combat qui s'est mené, qui est encore en cours en fait, qui n'a pas encore été vraiment résolu. Je suis auditionné demain par cette nouvelle comité interagence qui a été commandé par l'administration Biden pour repenser le taux d'actualisation qu'il faut utiliser pour cela, demain soir à 18h. Vous voyez que, si vous voulez, pour simplifier et pour personnaliser le combat, vous avez d'un côté Stern, le rapport Stern, Nick Stern, London School of Economics, qui propose plutôt un taux d'actualisation faible, de l'ordre de 1%. Vous voyez qu'il dit, la conclusion du rapport Stern de 2007 dit il faut faire très vite des efforts très coûteux, il faut y aller, on est responsable, il faut absolument réduire nos émissions de CO2. Et vous avez de l'autre côté, à nouveau pour personnaliser, vous avez quelqu'un comme William Nordhaus, professeur à l'université de Yale, prix Nobel d'économie 2018, qui d'habitude a recommandé des taux d'actualisation élevés de l'ordre de 5%. Donc vous voyez, à l'époque, pour William Nordhaus, on est plutôt un prix du carbone autour de 20 € la tonne de CO2. Alors, il a mis un petit peu d'eau dans son vin ces derniers temps. Je crois qu'il recommande plutôt quelque chose qui monte vers... alors, je n'ai plus posé la question récemment, mais je pense qu'il est autour de 60-70 € la tonne de CO2 aujourd'hui. Bref, vous voyez que le débat, nécessairement, le débat sur la valeur carbone ne peut pas éviter un débat sur la façon dont nous évaluons les bénéfices éloignés dans le temps. Et donc, la pratique environnementale, climatique, de quels sont les efforts que nous devons faire aujourd'hui pour améliorer l'avenir, ne peut pas nous épargner un débat que nous devons avoir ensemble au niveau de la démocratie française, au niveau de l'économie mondiale, des êtres humains sur Terre, de comment est-ce qu'on valorise l'avenir par rapport au présent. Parce que vous voyez bien que selon qu'on le valorise peu ou beaucoup, évidemment que la valeur carbone est très différente. Et évidemment, si vous disiez 451 € la tonne de CO2 évitée aujourd'hui comme valeur carbone, vous allez il y a des tonnes de choses qui sont tout de suite désirables. Il faut tout de suite passer aux voitures électriques, même si les voitures électriques sont très chères. Il faut tout de suite passer à la pompe à chaleur, ça c'est évident, même avec un prix faible du carbone, il faut y aller. Bref, il faut tout de suite sortir du charbon, Pologne, en Chine, partout. Charbon, le coût par tonne de CO2 évité, je vous ai expliqué ça au mois de janvier, c'est autour de 30-40 € la tonne de CO2 évité. Donc évidemment, quand vous mettez 451, il faut faire 451, cette valeur carbone elle est beaucoup plus importante que les bénéfices. Bref, vous voyez, le sujet est important. Donc, excusez-moi, c'était une longue introduction pour vous remotiver sur, réfléchissons ensemble sur quel taux d'actualisation que nous devons utiliser. Je vous ai développé la semaine dernière une théorie normative de cela, qui vous parle de Ramsey, qui vous parle d'aversion aux inégalités, qui vous parle de voile d'ignorance. Je ne vais pas refaire l'ensemble de l'analyse, mais j'étais tombé donc sur une stratégie consistant à actualiser les bénéfices futurs en utilisant un taux d'actualisation qui est mesuré, qui est déterminé par cette équation. Le taux d'actualisation que vous devez utiliser pour actualiser un flux, un bénéfice Y qui est aléatoire, c'est une variable aléatoire, mon Y, à une date qui se matérialisera à une date T, à une époque où vous anticipez que la consommation de cette génération vivant en T sera CT. CT est aussi une variable aléatoire. Vous ne savez pas aujourd'hui quel sera le niveau de prospérité des gens qui vivront en T. Et donc, le taux d'actualisation que vous devez utiliser dépend de vos préférences. La fonction d'utilité, la concavité décrit notre aversion de l'égalité. Votre anticipation de croissance économique entre aujourd'hui et la date T, et la distribution de probabilité du bénéfice que vous considérez, ce bénéfice étant potentiellement corrélé avec la prospérité, le degré de prospérité qui prévaudra à ce moment-là. Donc, si vous me donnez cette distribution de probabilité jointe YCT, si vous me donnez votre degré d'aversion aux inégalités qui décrit la fonction d'utilité marginale, eh bien, je suis capable de calculer ces espérances dans cette équation et vous donner la valeur de R. Donc,
En fait, c'est la problématique du taux d'actualisation, la problématique de la théorie d'évaluation des actifs financiers depuis 50 ans, en fait, se résume en un calcul d'espérance. Et donc, les grands mathématiciens se sont attaqués à cela depuis très longtemps. Hein. Nicole El-Karoui, pour donner un exemple d'un cas français, des mathématiques financières qui vont dans des modèles très complexes avec des hypothèses stochastiques sur l'évolution de C et de Y, vous donner des analyses de quelles sont les valeurs des actifs financiers aujourd'hui, que ce soit des actions, que ce soit des options, que ce soit des futurs, j'en passe et des meilleurs. Ici, j'applique cette théorie de façon non pas positive, mais de façon normative, où je m'intéresse au bien commun plutôt que l'intérêt d'investisseurs particuliers, où la fonction d'utilité U, c'est décrit notre préférence collective par rapport aux inégalités, et CT n'est pas le niveau de consommation de mon investisseur, mais le PIB par habitant représentatif du niveau de prospérité de l'économie dans son ensemble. J'ai terminé la séance assez rapidement la semaine dernière en prenant une analyse particulière, celle qui a été construite notamment par le prix Nobel Robert Lucas dans les années 80, qui a proposé une résolution de cette équation en faisant des hypothèses à la fois sur la fonction d'utilité. Alors l'hypothèse sur la fonction d'utilité, vous l'avez déjà vu à plusieurs reprises. Je fais l'hypothèse que l'utilité marginale décroît de façon comme une fonction C à la puissance moins gamma de la consommation C. Donc gamma, en fait, mesure le degré d'aversion aux inégalités. C'est un paramètre que je vais fixer, que je fixe d'habitude à 2 dans mes modèles, pour des raisons que j'ai développées il y a 15 jours. Et si on fait en plus l'hypothèse que la consommation fluctue comme un brownien géométrique, avec un taux de croissance, un trend de croissance mu et une volatilité sigma, eh bien vous pouvez résoudre analytiquement pour ces espérances et je peux vous donner une résolution analytique pour R, en particulier quand le bénéfice de votre action présente dont vous évaluez la valeur aujourd'hui est une fonction du niveau de prospérité qui prévaudra au moment de la matérialisation de ce bénéfice. Je fais l'hypothèse que Y, le bénéfice, est la consommation future à la puissance bêta. Donc vous pouvez avoir différents cas particuliers là-dedans. Bêta égale 0, c'est un bénéfice certain. Bêta positif, c'est un projet dont le bénéfice va être plus important si la prospérité est forte que si la prospérité est faible. Et bêta négatif, c'est un projet dont le bénéfice est particulièrement important quand l'économie s'effondre. D'accord ? Donc on a différents cas de figure là qui sont évidemment importants à considérer. Et un des sujets que je vais regarder avec vous aujourd'hui, c'est pour le climat. Quand je considère la problématique de transition énergétique, est-ce que les bénéfices pour les générations futures de cette transition énergétique, c'est plutôt les bénéfices qui seront importants quand tout va bien ou qui seront importants quand tout sera mal? Et donc un élément important de l'analyse que je vais faire aujourd'hui, c'est de savoir est-ce que le bêta climatique, il est positif ou est-ce qu'il est négatif? D'accord ? Donc, oui, alors, le point essentiel auquel je veux consacrer une quinzaine de minutes maintenant, c'est, eh bien, voilà la résolution analytique de mon équation, mon équation de valorisation des actifs financiers. Donc, la résolution dans ce cas particulier, c'est eh bien, le taux d'actualisation que vous devez utiliser, R, est égal à un taux sans risque, RF, F pour free, risk-free, bon, soit, plus quelque chose qui est linéaire en le profil de risque du projet. Le profil de risque du projet, c'est caractérisé par le paramètre bêta. Donc, comme pi, la prime de risque agrégé est un coefficient positif, hein, vous allez utiliser un taux d'actualisation plus élevé pour les projets qui ont un bêta plus élevé. Hein. Vous allez pénaliser les projets qui accroissent le risque macroéconomique. Quand bêta est positif, votre projet il engendre plus de création de valeur sociétale quand la prospérité est forte. Évidemment, à nouveau, c'est mieux d'avoir un projet d'investissement qui a un bénéfice assurantiel pour
pour la société, qui engendre, qui crée de la valeur sociétale quand tout va mal. Créer de la valeur sociétale quand tout va bien, et c'est mieux quand on crée de la valeur sociale quand tout va mal. Puisque, comme un contrat d'assurance, ce que vous aimez dans le contrat d'assurance, même si la rentabilité espérée est négative, la prime que vous payez est en général supérieure à l'espérance d'indemnité, néanmoins vous aimez les contrats d'assurance, parce qu'un contrat d'assurance, c'est bien quelque chose qui va vous créer de la valeur pour vous quand tout va mal, quand vous avez un accident. D'accord ? C'est la même chose au niveau sociétal. Vous voyez que si vous avez un projet dont le bêta est négatif, donc qui crée plus de valeur quand CT est faible, eh bien dans ce cas-là, le bêta est négatif, vous allez actualiser votre projet, le bénéfice de votre projet, à un taux qui sera inférieur au taux sans risque. D'accord ? Puisque ce second terme est négatif. D'accord ? Au contraire, quand bêta est positif, quand bêta est nul, vous avez juste le taux d'actualisation, c'est le taux sans risque. Et observez que le taux sans risque, vous n'êtes pas en terre étrangère ici. Parce que RF, en faisant abstraction de ce second terme, imaginez qu'il n'y a pas de risque, il n'y a pas de volatilité à la croissance, vous retrouvez ici la règle de Ramsey, où le taux sans risque, le taux d'actualisation, il est égal à gamma fois mu. Gamma, c'est le taux d'aversion aux inégalités, mu, c'est le taux de croissance de l'économie. Donc vous voyez que vous retrouvez la règle de Ramsey, c'est logique, c'est ce modèle d'évaluation des actifs financiers qu'on appelle en anglais Consumption-Based Capital Asset Pricing Model. C'est une généralisation de la règle de Ramsey. Et vous retrouvez, on actualise parce que dans un monde en croissance, mu positif, dans un monde en croissance, investir pour l'avenir, c'est augmenter les inégalités. Donc il faut que, pour compenser cet effet adverse sur le bien-être intergénérationnel, il faut que le projet ait un rendement suffisamment élevé, gamma fois mu, pour compenser cet impact négatif de cet investissement en termes de redistribution de la consommation entre générations. OK, donc vous voyez que le risque, l'incertitude impacte l'analyse de deux façons. Il impacte l'analyse en réduisant le taux sans risque de cette quantité-ci par rapport à la règle de Ramsey. On va utiliser un taux sans risque plus faible. Et je vais expliquer tout de suite pourquoi. Très rapidement, je l'ai fait la semaine dernière, mais j'y reviens. Et puis en plus, vous allez devoir tenir compte de la capacité de votre action à offrir de l'assurance pour les générations futures, à offrir une capacité à réduire le risque qui est porté par les générations futures. Donc c'est ces deux choses qu'il faut intégrer quand vous faites une analyse de comment l'incertitude doit impacter le taux d'actualisation que vous utilisez. Bon, donc premier élément d'analyse, le taux d'actualisation sans risque, il est réduit de cette quantité-là. Et je vous ai expliqué pourquoi, à toute fin de la séance dernière, on va réduire le taux d'actualisation parce que par introspection, quand vous regardez vous-même comment vous réagissez au fait que vos revenus futurs tout d'un coup sont plus incertains que vous ne le pensiez, ce qu'on observe, c'est que les ménages épargnent plus. Ils acceptent de sacrifier une part plus importante de leur consommation aujourd'hui pour être mieux capables d'affronter la nouvelle incertitude qui affecte leurs revenus futurs. Eh bien, cet effort, cette acceptation de faire plus de sacrifices aujourd'hui, lorsque l'avenir devient plus incertain, s'il est désirable au niveau individuel, il est aussi désirable au niveau collectif. Et comment on applique cette règle au niveau collectif? Eh bien, on fait baisser le taux d'actualisation pour faire en sorte que plus de projets d'investissement coûteux aujourd'hui et qui engendrent des bénéfices futurs passent le test d'une valeur actualisée nette présente, une valeur actualisée nette, positive. D'accord? En baissant le taux d'actualisation, vous pénalisez moins les bénéfices futurs et donc il y a plus de chances que ce projet ait une valeur actualisée nette positive. D'accord? Donc ça, c'est l'idée. C'est une idée de précaution. Voilà. L'avenir est plus incertain, il faut accepter par précaution de faire plus de sacrifices aujourd'hui pour se sauver de ce futur plus incertain. Ça paraît naturel, c'est une idée qui a été développée en économie depuis Keynes dans les années 1920-1930. D'ailleurs, regardez, dans l'équation, on retrouve cela. Donc, lorsque y est égal à 1, bêta égale 0, ça veut dire que y est égal à c à la puissance 0, c'est-à-dire y égale 1. Donc, l'équation rouge d'il y a deux transparences se résume à ceci. Et vous voyez que comment l'incertitude sur CT affecte le taux sans risque, eh bien, ça va dépendre de savoir si U' est concave ou convexe en CT. D'accord ?
Si U' est linéaire, ben, l'espérance d'une somme, c'est la somme des espérances. Donc vous voyez que l'incertitude sur CT n'aura pas d'impact, seule l'espérance de CT compte pour déterminer le taux sans risque. Et si U' est convexe en C, vous voyez que ça va faire que l'incertitude sur C aura un impact négatif sur RF, c'est la règle de Ramsey, c'est l'inégalité de Jensen. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais vous voyez donc tout va dépendre de savoir si U' est concave ou convexe. Et en économie, on appelle ça le concept de prudence. Le concept de prudence, c'est dire U' est convexe. Et la convexité de U' implique nécessairement que, comme c'est le cas ici, dans cette calibration du modèle, U' est effectivement convexe et donc l'incertitude tend à réduire le taux sans risque. Vous voyez que d'ailleurs c'est un concept différent de la version polarisque. La version polarisque, j'en ai parlé depuis 3 semaines. La version polarisque cède sous loi de l'ignorance, c'est la même chose que la version d'égalité. La version d'égalité, je vous ai montré que c'était lié à la concavité de la fonction d'utilité, le fait que U' est décroissant. Maintenant, je ne vous parle plus de la croissance ou de la décroissance du prime, je vous parle de la convexité ou de la concavité de U'. Vous voyez donc que c'est un concept préférence qui est différent, qui est totalement orthogonal en quelque sorte du concept d'aversion polarisque, en tout cas au niveau local. D'accord ? Donc c'est pour ça qu'on parle d'effet de précaution et on parle en économie de l'hypothèse des préférences prudentes. La prudence, c'est lié à la dérivée troisième de la fonction d'utilité, mais j'imagine que ce n'est pas un sujet qui vous importe beaucoup, mais c'est un sujet qui m'a beaucoup occupé dans mes recherches dans les années 90, où j'ai d'ailleurs travaillé aussi sur la dérivée quatrième et la dérivée cinquième de la fonction d'utilité pour décrire les conséquences là en termes d'évaluation et de comportement. Ce par quoi j'avais conclu la semaine dernière était de dire, mais en fait, quand vous prenez cette hypothèse brownienne avec un gamma de 2, c'est la version d'égalité de 2, et une volatilité de 3%, qui est celle de la volatilité du PIB français depuis un siècle, eh bien, ce nombre-là, ce terme qui va en déduction de l'effet Ramsey, la version d'égalité, il n'est que de 0,18%. Et donc, pour conclure ici, effectivement, je vous ai dit, la règle de Ramsey vous donne un taux d'actualisation de 4%. Si vous croyez en l'hypothèse d'une trend de croissance de 2% par an, 2 fois 2%, c'est 4%. Et 4% fichtre, c'est élevé, c'est quand même un taux d'actualisation élevé. Et vous voyez que si j'en crois ce tableau, 4%, ça fait une valeur carbone autour de 43 €. Je vous ai dit que je pense que la valeur carbone elle devrait plutôt être autour de 160 €. Donc les 4%, c'est vachement élevé. Et donc je me suis dit, peut-être que l'incertitude, effectivement, l'incertitude, je dois en faire plus pour l'avenir. Évidemment, c'est faire plus d'efforts de décarbonation. C'est donc avoir une valeur carbone plus élevée. Une valeur carbone plus élevée, c'est un taux d'actualisation plus faible. Je ne sais pas si vous me suivez. Et donc, la prise en compte de l'incertitude future va bien dans le bon sens. Je vais baisser le taux d'actualisation. Mais quand je calibre le truc, c'est que ça ne donne pas grand-chose en termes de baisse. Je baisse de 4% à 3,8%. Ça ne va pas beaucoup m'aider. Donc, retenez cette première chose. Deuxième élément, je vous ai dit, l'incertitude a un double impact sur le taux d'actualisation. Ça fait baisser le taux sans risque, mais ça fait aussi augmenter le taux d'actualisation si le bêta est positif. Parce que pi, l'ajustement pour le risque du projet lui-même du taux d'actualisation, il est simplement égal à gamma fois sigma carré. Et je vous allez voir tout de suite, la calibration gamma sigma carré, ce n'est pas très important. Mais avant ça, ayons bien en tête que la prise en compte du risque pur du projet dans la détermination du choix d'actualisation, c'est quelque chose qui n'est pas très présent. En fait, moi je me bats, je l'ai dit dans ma leçon inaugurale, moi je me bats depuis 20 ans pour essayer que les États occidentaux
au lieu d'utiliser, comme la plupart d'entre eux, la France étant la seule et unique exception au jour d'aujourd'hui, au lieu d'utiliser un taux d'actualisation unique pour valoriser tous les projets d'investissement, quel que soit leur profil de risque, je me bats pour que les États utilisent un taux ajusté pour le risque, et c'est bien ce qui transparaît dans cette formule du CAPEM, du modèle d'évaluation des actifs financiers. Donc aujourd'hui, par exemple aux États-Unis, ils utilisent 7%, quel que soit le profil de risque. Et d'ailleurs, le 7%, c'est le taux de rendement moyen du capital aux États-Unis. Historiquement, vous regardez tous les actifs sans risque, les actions. En moyenne, aux États-Unis, ça rapporte 7% par an. Et c'est pour ça qu'ils actualisent à 7%. Mais c'est absurde parce que le 7%, évidemment que dans les 7%, il y a plein d'actions, il y a plein d'éléments du rendement des actions aux États-Unis qui a été important, 6,5% tout au long du XXe siècle. Et donc, ces 7%, ils intègrent une prime de risque avec un bêta qui est peut-être très différent d'un projet d'investissement à un autre. Donc, je vous ai déjà dit ça tout à l'heure, je ne vais pas y passer trop de temps, mais selon que le bêta est positif ou négatif, vous devez actualiser un taux d'actualisation plus faible ou plus élevé que le taux sans risque. La plupart des actions, la plupart des actifs, la plupart des investissements sont positivement corrélés avec la prospérité. Un TGV, vous l'utiliserez plus, la ligne de TGV, si l'économie française est très prospère que si l'économie française régresse. D'accord ? Parce que plus de revenus, ça veut dire plus de capacité de voyager, de payer pour se transporter, et donc plus de demandes pour le TGV, et donc une création de valeur sociétale de la ligne TGV Paris-Toulouse plus importante. Par contre, si on retourne, si on divise par deux le PIB français, TGV, on ne va plus beaucoup l'utiliser parce qu'on va devoir utiliser nos revenus pour manger plutôt que pour se déplacer. Donc vous voyez que, et ça, la plupart des infrastructures, la plupart des investissements, en fait, sont positivement corrélés avec la prospérité globale. Quand tout va bien, en général, tout le monde va bien. Quand tout va mal, en général, tout le monde se porte mal. Mais il y a des actifs qui sont pas, il y a des actions qui n'ont pas cette caractéristique. Il n'y en a pas beaucoup, mais essentiellement, tous les efforts de prévention ou d'adaptation ont un bêta négatif. C'est-à-dire que, par définition, ces efforts de prévention, en particulier pour des risques collectifs, ils vont créer de la valeur sociétale quand tout va mal. Et on peut, par exemple, prendre l'exemple des lits de réanimation. Dans une analyse de l'actualité, si on avait eu plus de lits de réanimation au printemps 2020, on aurait dû moins freiner l'économie en imposant un lockdown, un confinement, merci beaucoup, un confinement plus fort. Vous voyez que cet effort de prévention qu'on aurait dû faire dans les années 2000 ou 2010, d'augmenter la capacité des lits, alors je ne sais pas s'il valait le faire ou pas, je n'ai pas fait une analyse coût-bénéfice, en tout cas je pense que c'est typiquement une pratique d'investissement où il faut utiliser un taux d'actualisation plus faible que le taux sans risque, parce que l'essentiel des bénéfices d'organiser une capacité plus forte de réanimation sera particulièrement utile quand la société française est en difficulté. D'accord ? Et je ne pense pas, aujourd'hui en France, je ne pense pas qu'on ait fait ce calcul d'analyse coût-bénéfice spécifiquement pour investir de l'argent public pour créer plus de lits d'hôpitaux. Je peux prendre d'autres exemples. Imaginez une île dans les Caraïbes, indépendante, investir dans une meilleure capacité de résistance des bâtiments aux ouragans. C'est typiquement un investissement qui est particulièrement profitable, enfin créateur de valeur. Profitable est toujours un mot compliqué. Créateur de valeur quand il y a un ouragan. D'accord ? Donc voilà aussi un ouragan, évidemment, c'est une situation où le PIB du pays de l'île va être négativement impacté par cela. Donc vous voyez, il existe quand même pas mal de projets avec des bêta négatifs. Et la question qui se pose, c'est... Oui, alors ici, j'ai quelques exemples. Je ne vais pas passer là-dessus. Donc en 2011, le gouvernement français m'avait demandé de présider une commission en France Stratégie pour le titre de la commission était Prise en compte du risque dans l'évaluation des politiques publiques. Publié en 2011, vous l'avez sur Internet. Et donc, je proposais une formule comme celle que j'ai présentée tout à l'heure. Il faut ajuster
les taux d'actualisation que vous utilisez pour évaluer les projets au profil de risque de chacun des projets. Donc une des grandes difficultés, une des grandes résistances de l'administration française à ce rapport a été, oui, mais c'est compliqué d'estimer le bêta. C'est difficile d'estimer le bêta. Et donc, dans le rapport, on avait fait quelques calculs par secteur pour voir s'il y avait des secteurs où le bêta était plus élevé que d'autres. Comment on fait ça? Non, il faut que j'aille en arrière. Ce qu'on va faire, c'est on va regarder la comptabilité nationale, on va regarder la création de valeur sociale de chacun des secteurs sur les 30 dernières années. Et on va régresser cette création de valeur sociale de secteur en question sur le PIB qui est la somme des créations de valeur de tous les secteurs. Et donc cette régression, on va en faire standard, estimation des paramètres, et l'estimation du paramètre B, c'est le bêta que je vous présente dont je vous parle depuis tout à l'heure. D'accord? Et ça, on l'a fait pour différents secteurs. Regardez par exemple, je me trompe, le secteur de l'automobile, 4,98, donc 5, un bêta de 5. L'automobile, vous savez bien, c'est la première chose qu'on ne va pas dépenser quand il y a une récession. Donc c'est le secteur des automobiles qui est en général en première ligne. Quand on annonce une récession, on n'achète plus de voitures. Et donc, évidemment, quand il y a une relance, eh bien, on s'achète tous un SUV, une grosse voiture. Plus la prospérité est importante, plus on achète des voitures. Et donc, voilà, l'industrie automobile crée de la valeur sociétale qui est fortement corrélée avec la croissance économique. Et puis, vous avez d'autres secteurs où ce n'est pas vraiment le cas. Donc, c'est à prendre avec des pincettes dans ce rapport 2011. C'était juste exploratoire. Vous avez aujourd'hui en France Stratégie une équipe présidée par mon collègue Frédéric Charbonnier et je ne sais plus qui essaye d'affiner ces choses-là. Bien. Maintenant, revenons à la transition énergétique. Est-ce que vous pensez que la transition énergétique est une action qui a un bêta positif ou un bêta négatif ? C'est complètement clé. Si revenez sur le tableau tout à l'heure, le lien entre valeur carbone et taux d'actualisation. Si les taux d'intérêt aujourd'hui sont à 1% et que le bêta climatique est négatif, la transition énergétique aurait des bénéfices d'autant plus importants que la prospérité n'est pas au rendez-vous, que la récession est là. Eh bien, il faudra un taux d'actualisation même inférieur à 1%. Par contre, si bêta est positif, il faut utiliser un taux d'actualisation supérieur à 1%. Et de combien supérieur à 1%? On va regarder ça tout à l'heure. Donc, figurez-vous que je suis le seul au monde, pratiquement, à me poser cette question. Pourquoi? Parce que les économistes, en particulier les économistes du climat, et les économistes publics n'ont pas compris la théorie d'évaluation des actifs financiers que je vous présente depuis maintenant la fin de la séance dernière. Plein de gens pensent encore qu'il faut un taux d'actualisation unique. À nouveau, je vous disais tout à l'heure, la France est le seul pays au monde qui, pour l'évaluation des politiques publiques, utilise un taux d'actualisation qui est ajusté pour le profil de risque considéré. Et donc utilise des taux d'actualisation différenciés selon l'action qui est considérée. Et ça, c'est intelligent, c'est soutenu par la théorie, je vous l'ai présenté tout à l'heure. Il faut en particulier favoriser les projets d'investissement qui ont un bénéfice assurantiel pour les générations futures en utilisant un taux d'actualisation plus faible que le taux sans risque. Et ça, on ne le fait nulle part au monde. Partout dans le monde, on regarde les bénéfices espérés et on actualise tous ces bénéfices espérés au même taux. Mais ça, c'est absolument épouvantable en termes de méthodologie pour déterminer si une action est compatible avec l'intérêt général ou pas, étant donné l'aversion pour le risque des gens. Alors, bonne nouvelle, j'ai une histoire à vous raconter qui vous dit que le bêta climatique, il est négatif. L'histoire est la suivante. Imaginez que la source principale d'incertitude pour les générations futures soit la sensibilité climatique. Vous vous souvenez, la sensibilité climatique, c'est le paramètre utilisé par les climatologues pour déterminer le lien qu'il y a entre le doublement, l'hypothèse de doublement de la concentration de CO2 dans l'atmosphère et de combien de degrés la température moyenne de la Terre va augmenter. D'accord ? Et vous avez plein d'analyses qui ont été faites. Ici, vous avez une analyse d'une vingtaine
de scientifiques, de papiers, qui ont estimé une distribution de probabilité. Alors c'est un peu difficile à lire, j'en conviens. Distribution de probabilité de cette sensibilité climatique. Vous voyez que c'est autour de 2,5 degrés, hein, entre 2 et 3 degrés, mais vous avez, c'est pas impossible qu'un doublement de la concentration de CO2 dans l'atmosphère augmente la température moyenne de la Terre je ne sais pas, regardez ces queues de distribution, elles sont quand même vachement épaisses, de 6 degrés. D'accord ? Donc il y a une incertitude sur cette sensibilité climatique. Nous sommes tous d'accord que l'augmentation de la concentration de CO2 augmente la température moyenne de la Terre, mais on n'a pas d'accord du tout sur l'intensité du phénomène. 30 ans après la construction du GIEC, on est en 35 ans maintenant, on est encore avec beaucoup d'incertitudes sur l'intensité du phénomène. Donc imaginez que ça soit la source principale d'incertitude. Bien, dans ce cas-là, mettez-vous dans un scénario où la sensibilité, on va apprendre dans les décennies à venir que la sensibilité est beaucoup plus forte que celle qu'on avait anticipée en moyenne. On pensait que c'était 2,5, en fait c'est 4. Dans ce cas-là, qu'est-ce qui se passe ? On va devoir faire face à des dommages climatiques qui seront importants. Donc la prospérité ne sera plus là, le ciel va nous tomber sur la tête. Donc la PIB sera faible, au même moment où, vu d'aujourd'hui, si on avait fait un effort supplémentaire de réduction d'émissions de CO2 aujourd'hui, le bénéfice en termes de réduction du dommage aurait été important. D'accord ? Donc on est bien dans ce scénario-là avec consommation faible, CT faible, et dommage marginal important. D'accord ? Donc bénéfice de la transition énergétique élevé. D'accord ? Donc on a bien là une corrélation négative entre CT et Y. Le bêta est négatif. Et donc il faut utiliser un taux d'actualisation plus faible que le taux sans risque pour calculer la valeur carbone. Et donc il faut une valeur carbone élevée, peut-être supérieure à 451 € aujourd'hui. D'accord ? Et donc c'est un truc que j'avais en tête quand j'ai commencé à réfléchir là-dessus dans les années 2010. Hélas, il y a une autre. J'ai découvert qu'en travaillant sur un modèle qui essaye de comprendre cela, le modèle DICE de Nordhaus, il y a une autre histoire. Il y a une autre histoire, et cette autre histoire, elle vous donne une corrélation inversée. Dans cette autre histoire, imaginez que la source principale de l'incertitude portée par les générations futures, ce ne soit pas la sensibilité climatique, ça soit la prospérité générale. Est-ce qu'on va faire encore des innovations technologiques qui va, comme l'un des 2 derniers siècles, nous permettre de poursuivre sur une croissance élevée de nos économies occidentales et mondiales, ou bien est-ce qu'on va affronter une stagnation séculaire qui va nous faire régresser au niveau de consommation. Donc imaginez que ça soit la source principale d'incertitude. Dans cette situation-là, mettez-vous dans un scénario de fort gain de productivité. Donc finalement, non, en fait, les innovations continuent à se produire, on n'est pas à la fin de l'histoire, on continue c'est la même trajectoire que les 2 derniers siècles. Le niveau de consommation est élevé. Avec le niveau de consommation élevé, on a aussi beaucoup d'émissions de CO2 dans le laisser-faire. On aura plus d'émissions de CO2 que ce qu'on avait prévu parce que la croissance est forte. Et si on a des niveaux d'émissions plus élevés que prévu, il faudra faire plus d'efforts d'abattement, ou en tout cas, on va avoir plus d'impact climatique, on va avoir des dommages marginaux qui vont être très élevés, parce que les dommages climatiques sont une fonction convexe du niveau de concentration de CO2. Et donc, on sera dans un environnement, dans ce scénario-là, où on aura une consommation élevée, une prospérité est là, mais aussi des dommages marginaux qui sont élevés. Et donc un bénéfice d'abattre plus de CO2 aujourd'hui qui seront élevés, puisqu'on n'aura pas ces dommages élevés si on fait cet effort supplémentaire aujourd'hui. Donc vous avez bien un Y élevé quand CT élevé et un Y faible quand CT est faible. Et donc là, vous avez une corrélation positive entre la prospérité future et le bénéfice engendré par votre effort de réduction d'émissions de CO2 aujourd'hui. Donc bêta positif, pas de valeur assurantielle pour les générations futures de nos efforts actuels. Il faut donc utiliser un taux d'actualisation élevé, en tout cas plus élevé que le taux sans risque, et donc une valeur carbone qui sera faible. Donc vous voyez, ces deux histoires sont possibles.
Et donc, avec mes collègues de LSI, Simon Dietz et Louise Kessler, en 2018, j'ai publié un article qui calibre DICE, le modèle de Nordhaus, en faisant du Monte Carlo, en tirant au sort différents niveaux de sensibilité climatique, différents niveaux du trend de croissance de l'économie, et j'ai projeté, alors je pense que je ne l'ai plus, peu importe, j'ai regardé quel est le risque dominant qui, selon que le risque dominant est la sensibilité climatique, bêta négatif, ou la prospérité générale de l'économie, bêta positif, en fait, j'obtiens un résultat qui est bêta est compris quelque part entre 0 et 1. Et le jury est encore en train de délibérer pour savoir si c'est plutôt proche de 1 ou plutôt proche de 0. J'avais hier un collègue d'Australie qui me demandait d'avoir copie de mon logiciel pour estimer sur les données australiennes les travaux que j'avais menés dans ce cadre-ci. Donc, en net, il n'y a pas vraiment de valeur assurantielle. Bêta est positif. Bêta n'est pas très élevé. Ce n'est pas comme la production automobile. Ce n'est pas bêta égale à 5. On est bêta compris entre 0 et 1, quelque part entre 0 et 1. Et je ne désire pas, à ce stade-ci, m'engager plus sur la vraie valeur de bêta. Ayez en tête bêta compris entre 0 et 1. Maintenant, il me reste à savoir, il me reste 10 minutes pour cela, de combien je dois... De combien je dois... alors, non, la formule, elle est là. Oui, ici. Donc, vous voyez que le bêta est positif. Mauvaise nouvelle pour les efforts qu'on doit mettre en œuvre. Ça veut dire qu'il faut utiliser un taux d'actualisation pour valoriser les bénéfices de les dommages climatiques non engendrés. Il faut utiliser un taux d'actualisation plus élevé que le taux sans risque, plus élevé que 1%. De combien plus élevé ? Ça dépend de bêta. Je vous dis, il est compris entre 0 et 1. Je ne peux pas vous donner plus d'informations aujourd'hui. C'est dommage, mais la connaissance scientifique progresse lentement. Et puis, il faut savoir quel bêta va être multiplié par quoi ? Par pi. Si pi est élevé, ça voudrait dire que le taux d'actualisation utilisé pour le changement climatique est beaucoup plus élevé que beaucoup plus élevé que le taux sans risque. Par contre, si pi est faible, ça ne sera pas très grave que bêta soit positif. Donc, il faut regarder pi. Mais la valeur de pi, dans le modèle avec brownien et toutes les hypothèses que j'ai faites tout à l'heure devant vous, ce pi, il est juste égal à gamma fois sigma carré. Alors, sigma, 3%, volatilité du PIB depuis 2 siècles. Gamma égale 2, donc 2 fois 3% au carré, ça fait 0,1%, 0,09% en fait. Non, pardon, fois 2, je me trompe. Si gamma égale 2, excusez-moi, et sigma 3%, excusez-moi, je voulais faire du calcul mental, mal m'en a pris, mais gamma fois sigma carré, c'est 0,18%. Pardon. 0,18%, c'est pas beaucoup. Donc, ça veut dire que si bêta, par exemple, est égal à 1, vous devez augmenter le taux, vous devez corriger le taux sans risque pour prendre en compte le profil de risque de votre projet bêta égale 1, en augmentant votre taux d'actualisation de 0,18%, ça ne va pas faire grand-chose. Et en fait, quel que soit le bêta, il faudra toujours actualiser à un taux compris, enfin proche de 3,8%, peut-être un peu plus petit, 3,5%, peut-être un peu plus grand, 4,3%, mais ça ne va pas vraiment radicalement changer. Et à nouveau là, moi qui suis un spécialiste de la théorie de la décision d'incertitude, il y a un autre exemple, je vous ai dit la semaine dernière que c'est décourageant parce que vous voyez ici que finalement le risque, on s'en fiche. Et c'est un peu contre-intuitif, quoi. Je pense qu'on a tous l'impression, dans notre fort intérieur, que l'incertitude qui pèse sur la prospérité de notre civilisation dans les siècles à venir devrait quand même avoir un rôle important pour définir la soutenabilité, l'avenir commun durable. Et ces chiffres-là ne vous disent pas ça. Donc, comment résoudre... Alors oui, et en plus, ce chiffre-là, il est en problématique parce qu'il est totalement déconnecté de la façon dont les marchés financiers, depuis 2 siècles, ont ajusté les taux d'actualisation et donc le coût de capital des entreprises en fonction du profil de risque. En fait, il semblerait que les marchés financiers, depuis un siècle, aient imposé des primes de risque pi plutôt autour de 3% que de 0,18%.
ou 2% plutôt que 0. Donc au moins un ordre de grandeur supplémentaire. Et donc quand je vous disais, regardez, les taux sans risque sont 1%, alors que nous on pense que ça devrait être 3,8%, les marchés financiers ont été super long-termistes pour les projets d'investissement sans risque. Ils ont utilisé des coûts du capital, un coût du capital 1%, beaucoup plus faible que ce qu'il faudrait faire du point de vue de l'intérêt général compte tenu des hypothèses de croissance et d'aversion d'inégalité. Et donc les marchés financiers depuis un siècle ont imposé un rythme effréné d'investissement dans les projets les moins risqués, parce qu'ils ont offert aux entreprises les moins risquées des taux d'actualisation des coûts du capital très faibles. Et en fait, ici, je vous donne le résultat inverse. En ce qui concerne les projets les plus risqués, la théorie nous dit qu'il ne faut pas tellement augmenter le taux d'actualisation pour le profil du risque des projets les plus risqués. Or, les marchés financiers ont imposé des primes de risque faramineuses sur les entreprises qui prenaient beaucoup de risques. Ils leur ont imposé des coûts de capital beaucoup plus important. Alors, ce n'est pas les 15% dont on nous rabâche les oreilles depuis des décennies par les hétérodoxes. Non, c'est plutôt 5%. 5%, c'est énorme par rapport à un taux sans risque de 1%. Et c'est en particulier énorme par rapport à ce que la théorie suggère en termes de, étant donné notre aversion collective pour le risque, on ne devrait pas tant que ça pénaliser les projets pour le degré de risque qu'elles imposent à la société. Donc voilà, finalement, si je reprends juste en parenthèse la problématique de est-ce que les marchés financiers sont court-termistes ou long-termistes, eh bien ça dépend. Ça dépend. Pour les projets sans risque, les marchés financiers ont été très long-termistes, et pour les projets les plus risqués, on a imposé beaucoup de pénalités en termes de coût du capital des entreprises. Les marchés financiers ont été plutôt court-termistes par rapport à la théorie que je vous ai présentée. Bien. Donc paradoxe, double paradoxe des marchés, d'évaluation des actifs financiers par les marchés. D'abord, un taux sans risque très faible, beaucoup plus faible que celui anticipé par la théorie, et par contre, des primes de risque très élevées, beaucoup plus élevées que celles anticipées par la théorie que je vous ai présentée. Alors, il y a deux façons de résoudre ce double paradoxe, qu'on appelle respectivement le paradoxe du taux sans risque et le paradoxe de la prime de risque. Ces deux paradoxes, ils peuvent être levés de deux façons. Alors, en tout cas, intuitivement, de deux façons. On peut, premièrement, augmenter l'aversion pour le risque, prendre un gamma plus élevé. Est-ce que prendre un gamma plus élevé pourrait aider ? Ah non, prendre un gamma plus élevé va peut-être résoudre le paradoxe de la prime de risque, puisqu'en prenant un gamma plus élevé, vous avez effectivement une prime de risque plus élevée. Mais pour ce qui concerne le taux sans risque, gamma apparaît deux fois, mais en fait l'effet dominant il est là. Quand vous augmentez gamma, vous augmentez le taux sans risque. Donc, alors que vous voudriez le réduire pour faire plus coller la théorie avec l'observation des marchés. Donc augmenter gamma, ça ne va pas. Alors il y a des gens futés parmi les économistes qui disent mais on pourrait différencier l'aversion pour le risque, l'aversion des inégalités, de la façon dont on pondère le présent et l'avenir en termes d'aversion des inégalités intertemporelles. Alors ça, c'est une théorie qui a été développée maintenant il y a une trentaine d'années, qui s'appelle, par différents auteurs, David Krebs, Larry Epstein, Zinn Killstrom, mon co-auteur de Wharton. Mais bon, voilà. Donc, il existe une théorie dans laquelle on va différencier l'aversion pour le risque de l'aversion des inégalités. Ah oui, mais je ne vais pas aller dans cette direction-là. Je ne vais pas aller dans cette direction-là parce que moi, j'aime bien, normativement, je trouve que la notion de voile d'ignorance, la notion du voile d'ignorance comme attitude impartiale pour déterminer si un sacrifice présent est désirable du point de vue de l'intérêt général. Je n'ai pas, le voile d'ignorance, je vous ai expliqué qu'aversion d'inégalité et aversion risque, c'était la même chose. Et donc, vouloir différencier aversion risque et aversion d'inégalité pour résoudre les paradoxes de l'évaluation des actifs financiers, ça me va peut-être positivement pour essayer d'expliquer les choses. Peut-être que les gens, dans leur vie de tous les jours, différencient l'aversion pour le risque de l'aversion d'inégalité, mais d'un point de vue normatif, du point de vue
je suis le petit père du peuple et je voudrais déterminer dans l'intérêt général, intergénérationnel, qu'est-ce qu'il faut faire. Je pense que le voile d'ignorance et donc l'identification de la version d'inégalité avec la version risque fait du sens normativement. Donc je réprouve l'utilisation. J'ai des co-auteurs qui voudraient me pousser dans cette direction-là. J'ai systématiquement réprouvé l'idée d'utiliser le modèle Epstein-Zinn pour faire des recommandations normatives sur le degré de soutenabilité qu'il faut imposer à la croissance économique aujourd'hui. Et donc il reste une alternative, et c'est celle que j'étudierai avec vous la semaine prochaine, c'est que peut-être qu'on sous-estime le risque auquel on est confronté. Peut-être qu'en fait, faire l'hypothèse brownienne qui a fondé les équations que j'ai décrites là, les équations que sont là en haut en rouge, sont des équations qui sont dérivées de l'hypothèse d'une croissance économique décrite par un mouvement stochastique brownien géométrique. Alors, mouvement, et qui est une hypothèse qui transcende la théorie de la finance depuis les années 60, depuis les années 70. Peut-être que l'hypothèse du mouvement brownien géométrique est bonne pour décrire les risques auxquels nous sommes confrontés pour les quelques mois à venir ou les quelques années à venir. Est-ce que vous pensez que le mouvement brownien géométrique est une bonne hypothèse pour décrire l'avenir de notre civilisation pour le prochain millénaire? Si vous pensez ça, dites-moi quel est le trend de croissance de l'économie mondiale pour le millénaire à venir. Je pense qu'on ne sait pas faire. On ne sait pas. Il y a une incertitude paramétrique, il y a une ambiguïté fondamentale. Et ce n'est pas l'observation de ce qui s'est passé depuis 2 siècles qui va nous permettre d'estimer ce paramètre de trend de croissance pour le millénaire à venir. Il y a une incertitude fondamentale qui ne peut pas être levée par l'observation de quoi que ce soit. Donc il faut, si on veut être sérieux dans la prise en compte de nos responsabilités envers les générations futures et dans une dimension millénaire, ou en tout cas pluricentenale. Il faut être sérieux, il faut reconnaître qu'il y a plus d'incertitudes sur le destin des générations futures que celle qui est décrite par un mouvement brownien géométrique qui est le standard dans la science économique et de la finance depuis longtemps. D'accord ? Donc, la semaine prochaine, ce que je vais faire avec vous, c'est relever cette hypothèse, retirer cette hypothèse de mouvement brownien géométrique et me reposer la question, dans ce monde où il y a plus d'incertitudes sur le destin des générations futures, quelle est notre position vis-à-vis de l'évaluation des projets d'investissement, des actions publiques, telles que la transition énergétique que nous devrions mettre en œuvre d'ici dans les 30 prochaines années, dans un cadre de la prise en compte de nos responsabilités envers les générations futures. Et je veux peut-être vous défleurer un petit peu le sujet. Évidemment, cette prise en compte de cette incertitude va faire 2 choses extrêmement importantes qui sont là. D'abord, ça va faire baisser le taux sans risque. Prudence, précaution. S'il y a beaucoup plus d'incertitudes sur le long terme qu'on ne le pense dans le cadre du mouvement brownien géométrique, eh bien, il faut faire baisser le taux d'actualisation sans risque. Il faut faire plus de sacrifices pour investir plus dans des projets sans risque qui garantissent de relever le niveau de PIB des générations futures qui pourraient peut-être se retrouver dans les cavernes comme il y a un certain nombre de millénaires. Une hypothèse possible, regardez les films de science-fiction. Et puis, première chose, ça va aller dans le sens de baisser le taux d'actualisation, et puis ça va aussi néanmoins augmenter la prime de risque. Et si le bêta climatique est relativement faible, ça va nous inciter à devoir prendre un taux d'actualisation plus faible pour évaluer la valeur présente des impacts climatiques de nos actions, et donc choisir un prix du carbone, une valeur carbone plus élevée. Et donc peut-être finalement, et je m'arrêterai là, peut-être finalement, quand je vous disais l'approche fondée sur 2 degrés Celsius et donc un prix du carbone de 160 € aujourd'hui en France, comparé à l'approche analyse co-bénéfice à la Nordos qui nous donnerait plutôt un taux d'actualisation de 4% et une valeur carbone de 40 €, mais finalement peut-être dans cette approche-là, il faut utiliser un taux d'actualisation peut-être de 2%, et donc peut-être une valeur carbone de 200 € aujourd'hui, et finalement peut-être que les désaccords fondamentaux qu'il y a entre économistes sur quelle devrait être cette valeur carbone
serait levé grâce au fait que je construis ici, avec quelques co-auteurs, une théorie de pourquoi il faut, dans le cadre du changement climatique, utiliser un taux d'actualisation faible pour déterminer la valeur carbone et donc conduire une valeur carbone élevée, et donc le 2 degrés Celsius est peut-être, après tout, contrairement à ce que nous disent beaucoup d'économistes, l'objectif qui est socialement désirable. Voilà, merci beaucoup. Je vais interrompre 2 minutes la séance pour permettre à Augustin, il est là en haut, de venir installer ses transparents et de lui passer le micro. À tout de suite.